Le plus souvent, quand on évoque l'histoire du Japon, on pense aux samouraïs, aux shoguns, bref, au Japon féodal. Mais avant d'en arriver là, le Japon est passé par de nombreuses étapes, comme toutes les civilisations. Saviez-vous par exemple que les tombeaux des premiers rois avaient la forme d'un trou de serrure géant? Avouez que ça change des pyramides, non? Le pays a même eu à sa tête une reine considérée comme une sorcière dotée de pouvoirs étranges. On va voir tout ça dans cette vidéo qui va nous faire traverser plusieurs millénaires d'histoire, et tout ça en moins de 15 minutes. Pas mal, non? Il faut dire que l'avantage d'une histoire pour laquelle on n'a pas vraiment de traces écrites avant le 8e siècle en tout cas, comme on a déjà pu le voir dans d'autres vidéos, c'est qu'on n'aura pas besoin de trop s'encombrer la tête avec des dates, des noms de personnages historiques, tout ça. En tout cas, pas pour l'instant. On va garder ce genre de réjouissance pour les prochaines vidéos d'histoire. Et il y aura du lourd, du très très lourd même, comme dirait quelqu'un. Mais pour aujourd'hui, arrêtons-nous sur les 3 premières périodes de l'histoire japonaise, Jomon, Yayoi et Kohun. T'es sérieux? Il y a une période yaoi? Yayoi, pas yaoi! Mon dieu, si ça commence comme ça, je sens que ça va être épique. Allez, minasan, bienvenue dans le Japon de Doc Japan. Contrairement à l'histoire telle qu'on la connaît en France et en Europe en général, l'histoire japonaise se subdivise en différentes ères et périodes plutôt bien définies. Celles-ci ont souvent été nommées en fonction des lieux où se trouvait le pouvoir central, comme les périodes Nara ou encore Edo. Mais avant qu'un tel pouvoir et une stratification de la société se mettent en place, ce sont des noms liés aux caractéristiques des différentes peuplades ayant occupé l'archipel qui ont été utilisés. Et encore, quand je dis archipel, c'est presque un peu prématuré. Durant toute la période qui va nous intéresser aujourd'hui, et qui va grosso modo de 13 000 avant Jésus-Christ jusqu'au 6e siècle de notre ère, le Japon c'était essentiellement Kyushu et la partie ouest de Honshu. Et d'ailleurs, on ne parle même pas encore de Japon, loin de là. Bref, on a donc divisé ça en 3 grandes périodes qui sont celles que j'ai évoquées en introduction, Jomon, Yayoi et Kohun. On va voir plus en détail, mais pas trop non plus, je vous rassure, à quoi elles correspondent, d'où vient leur nom et ce qui les caractérise. Et on commence donc par le peuple des Jomon. Les Jomon sont la plus ancienne peuplade que l'on connaisse à s'être établie sur le sol du Japon. Ailleurs dans le monde, on est en plein néolithique, l'âge de la pierre polie. Les peuples commencent à se sédentariser petit à petit, l'agriculture et l'élevage apparaissent. Au Japon, la population de Jomon est un peu différente. Si elle ne maîtrise pas encore l'agriculture ni l'élevage, elle est en revanche en avance dans d'autres domaines, notamment culturels et spirituels. Il faut préciser que les premiers Homo sapiens ont foulé le sol japonais à partir de 38 000 avant Jésus-Christ, au Paléolithique. Mais ce n'est que plus de 20 000 ans plus tard que les populations ont commencé à se sédentariser. Les Jomon sont un peuple de chasseurs-cueilleurs, comme la majorité des hommes de cette époque. Mais eux, chassaient déjà avec des chiens. Des chiens qu'ils allaient même jusqu'à enterrer après leur mort, ce qui montre déjà un attachement et une domestication qui n'arrivera que plus tard en Occident. Si la sédentarisation est un marqueur clé du néolithique à travers le monde, au Japon elle se développe encore davantage qu'ailleurs. Les populations Jomon restaient toute l'année au même endroit et vivaient en colonie. Ils étaient capables de bâtir de grands bâtiments en bois et chacune de leurs colonies pouvait facilement compter une douzaine de ces habitations. Je rappelle qu'on est encore à l'âge de pierre, plus de 10 000 ans avant notre ère, et les mecs construisaient déjà des maisons avec charpente et tout. Ils ont aussi des rituels funéraires qui montrent un certain niveau de spiritualité, rarissime dans le monde à cette période de l'histoire. Mais ce qui caractérise le plus la période Jomon, c'est l'art de la poterie. Ils ne sont certes pas les seuls peuples au monde à le maîtriser, mais leur savoir-faire est assez unique. Ils produisent en effet un type de céramique dit à motif cordé, c'est-à-dire qu'ils utilisent des cordes pour imprimer des motifs dans l'argile. C'est d'ailleurs ce qui donnera leur nom à ce peuple et à cette période, puisque Jomon peut se traduire par motif cordé. C'est dire si c'est une caractéristique marquante de cette période, et c'est même très souvent ce que l'on retient lorsqu'on évoque la période Jomon. On trouve notamment des vases avec des motifs très élaborés pour l'époque, comme les kaengata, c'est-à-dire des vases en forme de flamme, ou encore les okangata, qui sont des vases en forme de couronne.
Ces poteries sont apparues, semble-t-il, vers 3000 avant Jésus-Christ, soit dans la dernière partie de la période Jomon. Alors petite référence pop culture, même si elle aussi date un peu, vous ne m'en voudrez pas, j'espère, c'est de ma génération. On retrouve un de ces vases dans l'un des premiers épisodes de la série Captain Harlock de 1978. Je suis pas sûr que ça parle à tout le monde, Captain Harlock. T'as sans doute raison, le personnage est plus connu chez nous sous le nom d'Albator. Et si je mentionne cet épisode ici, c'est parce que je trouve la référence à ces poteries particulièrement bien utilisée dans l'épisode. Évidemment, c'est encore mieux de le voir en VO. Je vous mettrai bien ça en fiche, parce que je l'avais jadis uploadé sur YouTube avec une traduction maison, seulement la chaîne en question a été strikée. Et rien que d'y penser ça m'énerve, alors passons à la suite. Outre les vases, la période Jomon est également connue pour ses statuettes d'Ogu. Celles-ci représentent des femmes, enceintes pour la plupart. On pense qu'elles avaient une fonction rituelle essentiellement. Les Jomon avaient également commencé à faire des échanges commerciaux, notamment avec les différentes colonies. On a en effet retrouvé des traces d'échanges de biens tels que métaux précieux comme le jade ou l'obsidienne, ou encore des bracelets et des boucles d'oreilles. Ah, on est loin de l'image habituelle des hommes préhistoriques chasseurs-cueilleurs déjà. Les Jomon avaient ainsi établi des colonies à travers le pays, avec lesquelles ils échangeaient des biens et aussi des personnes, parce qu'on sait qu'il y avait également des mariages entre les différentes colonies. La société Jomon avait aussi commencé à se stratifier, et tout cela va s'amplifier avec le temps, notamment durant la période suivante, la période Yayoi. La transition entre les périodes Jomon et Yayoi est aujourd'hui encore sujette à débat. Pendant longtemps, elle a été située vers 300 avant Jésus-Christ. Mais certains remettent aujourd'hui en question cette date et la situeraient beaucoup plus tôt, entre -1000 et -800. En gros, personne n'est d'accord, et ça nous laisse donc une période controversée d'environ 700 ans, rien que ça. On peut dire que ça nous laisse le choix dans la date. Si c'est pour sortir des contrepétries vieilles comme le monde, c'est pas la peine d'intervenir. La différence entre les Jomon et les Yayoi vient du fait que des peuples d'origine mongole sont arrivés au Japon et se sont mélangés à la population. Durant la période Jomon, il existait déjà des échanges entre les pêcheurs du Kyushu et ceux de la péninsule coréenne. On pense que c'est par là que les peuplades Yayoi sont arrivés au Japon. Alors quand je dis d'origine mongole, ça ne veut pas forcément dire qu'ils viennent de Mongolie. À cette époque, les frontières ne sont pas encore aussi nettes qu'aujourd'hui, déjà, et il s'agit plus d'un type de population qu'autre chose. On devrait presque même parler de race, en fait. Mais au sens génétique, bien sûr. N'allez surtout pas voir quelque chose de péjoratif. En fait, ils viennent de diverses régions d'Asie, notamment de Chine et de Corée. A noter que c'est aussi de cette manière que les langues, qu'on qualifie de japoniques, sont arrivées dans l'archipel. Alors, je parle évidemment de la langue orale. Pour ce qui est de l'écriture, je vous renvoie vers ma vidéo sur l'origine des caractères japonais. Ça y est, ça commence, et hop, une fiche. Alors pour ta gouverne, mon cher, sache que cette vidéo est déjà la 40e de la chaîne, alors il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elles se complètent les unes les autres au fur et à mesure. Voilà. Les Yayoi étant des peuples originaires de Chine pour l'essentiel, ils apportent avec eux différents savoir-faire, notamment agricoles. C'est ainsi que la culture irriguée et humide du riz, typique de la région de l'estuaire du Yangtze, fait son apparition dans l'archipel japonais. Les peuplades Yayoi développent également le tissage, la construction de bâtiments en pierre, le travail du bronze et du cuivre pour fabriquer des armes ou des objets d'art. Ils apportent aussi d'autres nouveautés telles que l'accumulation de richesses et le stockage des céréales. Ces derniers points vont grandement favoriser la stratification de la société et l'apparition de classes sociales. Selon certaines sources chinoises, ces classes étaient visibles notamment grâce à des tatouages. Et puisque l'on parle des sources d'origine chinoise, il faut souligner que c'est notamment grâce à elles que l'on en sait plus sur cette période, puisque ce sont les seules traces écrites de cette époque qui sont parvenues jusqu'à nous. Je rappelle en effet que l'histoire japonaise ne s'est transmise qu'oralement jusqu'au 8e siècle, et la rédaction du Kojiki. Oui, c'est un rappel. Oui, je cite cette vidéo presque à chaque fois, et oui, je me doute que vous commencez à en avoir l'habitude. Mais pensez à celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue, ou qui découvrent la chaîne. Bref, l'affiche est là. C'est notamment grâce à ces sources chinoises que l'on sait qu'en ce temps-là, le Japon était organisé non pas comme un pays unifié, mais en une multitude de petits royaumes. Ces derniers sont appelés les Wa, ou les Wo, selon les sources. Un premier contact entre des chefs de tribus Wa et les autorités chinoises a lieu en 108 avant Jésus-Christ. Mais les choses évoluent assez vite et en l'an 57 de notre ère, c'est un ambassadeur du pays des Wa qui arrive en Chine.
Il y reçoit alors un sceau en or de la part de l'empereur Guangwu, à l'intention du roi des Hua. Est-il nécessaire de préciser qu'il s'agit d'un sceau S-C-E-A-U, bien sûr, hein, pas un seau d'eau en or massif. Dommage, ça aurait été marrant. Certes, mais ce qui est un peu moins drôle, par contre, c'est que dans l'esprit des Han, c'est-à-dire la dynastie impériale chinoise, ça signifiait que d'une certaine façon, le pays des Hua était une sorte de vassal de la Chine. Mais les futurs japonais, eux, ils l'ont pas du tout compris comme ça. Et ça donnera lieu d'ailleurs quelques siècles plus tard à ce que l'on pourrait appeler un incident diplomatique majeur. Mais n'anticipons pas, ça ce sera pour une prochaine vidéo. Toujours grâce aux écrits chinois, notamment le Weizi, qui fait partie du registre des 3 royaumes, on apprend qu'au IIIe siècle, le royaume des Hua se fait appeler Yamatai-koku. Celui-ci est gouverné par une reine aux pouvoirs étranges, la reine Himiko. On ne sait pas grand-chose sur elle, sinon qu'il s'agirait d'une prêtresse qui vivait recluse et possédait effectivement des pouvoirs surnaturels. Tout ça est à prendre au conditionnel et avec des pincettes, évidemment, hein. Et je ne parle pas des prétendus pouvoirs d'Himiko, mais bien du mystère lié à son identité et à son royaume. Oui, parce que le pays n'était pas à proprement parler unifié en ce temps-là, et les chercheurs n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur l'emplacement exact du Yamatai-koku. Quant à Himiko, d'aucuns prétendent qu'il s'agirait en fait de l'impératrice Jingu. On suppose également que sa sépulture serait le Kohun Ashihaka qui se trouve à Sakurai dans la préfecture de Nara. Excuse-moi, mais c'est quoi un Kohun? Très bonne question, et qui tombe à pic parce que c'est aussi le nom de la période qui suit, dont on va parler maintenant. Ce mec, c'est l'as de l'enchaînement, ma parole. Le mot Kohun vient du chinois et signifie tumulus ancien. C'est en effet une forme de sépulture propre à cette période qui s'étend de 250 après Jésus-Christ environ à l'an 538. Vous remarquerez que les dates deviennent de plus en plus précises, ce qui est assez normal, même si, encore une fois, il n'y a pas de traces écrites au Japon à cette période. Alors, on va reparler de ces fameuses sépultures propres à cette période de l'histoire japonaise dans un instant, mais elles ne sont pas la seule différence avec la période Yayoi. Les peuples d'origine mongole continuent d'émigrer vers le pays des Hua. La population de celui-ci a d'ailleurs considérablement augmenté durant la période Yayoi, et pas seulement du fait de cette immigration, mais aussi grâce à l'agriculture. Vers la fin du IIIe siècle, le pays connaît ainsi une nouvelle vague d'immigration, mais cette fois, ce sont des peuplades guerrières que l'on peut presque apparenter aux Huns des grandes steppes d'Asie. Ces derniers ont tôt fait de s'installer comme la classe dominante dans l'archipel. Ils créent ainsi la première centralisation politique du Japon et fondent la dynastie impériale qui règne encore aujourd'hui sur le pays. Alors là, il faut souligner deux choses. Primo, on ne parle pas du Japon tel qu'il est aujourd'hui, mais essentiellement de Kyushu et de la partie sud-ouest de Honshu. Cette nouvelle classe dominante donne ainsi naissance au Yamato, cette fameuse région centrale autour de l'actuelle Nara. Et c'est ce qui fait que certains pensent que c'est là qu'il faut chercher l'implantation de l'ancien Yamatai-koku. Et aussi que la période Kohun est souvent regroupée avec celle qui la suit, et que l'on verra une prochaine fois, sous le nom de Yamato, justement. Et secondo, si vous avez vu la vidéo à laquelle je ne cesse de faire référence, vous allez me dire que la dynastie impériale remonte à Jinmu, donc à 660 avant Jésus-Christ, et pas au 3e siècle. C'est vrai ça, il y a incontestablement quelque chose qui m'échappe. Eh ben, ce qui t'échappe, c'est sans doute un petit détail que j'avais mentionné dans la vidéo, mais je me doute bien que personne ne l'a retenu. L'avènement de Jinmu est en grande partie romancé. Le but était de mettre enfin par écrit l'histoire des empereurs japonais. Le Kojiki tient donc plus de la légende et de la mythologie que de l'histoire réelle. Et vu que tout se transmettait oralement, les transformations ne manquaient pas. Alors vous pensez bien que ce qui s'était passé 4 siècles auparavant, hein. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que jusqu'ici, je parlais de royaume, de reine, et pas d'empire. Ça, c'est justement une notion piquée à la Chine par les nouveaux souverains du Yamato. Venus justement de l'Empire du Milieu, ils ont voulu reproduire le même modèle politique. Bon, je simplifie, hein. Et par la suite, les rédacteurs du Kojiki ont fait en sorte d'uniformiser tout ça pour créer une dynastie impériale descendant tout droit d'Amaterasu. Qui ça? Amaterasu, la déesse du soleil, j'en ai parlé il y a pas si longtemps. Et puisque tu n'as manifestement pas suivi, eh ben voilà, t'as droit à une fiche supplémentaire. Allez. Mais bien sûr, la particularité de la période Kohun, ce sont ces fameuses sépultures gigantesques et propres au Japon. Pour certaines du moins. Elles peuvent en effet prendre plusieurs formes, mais la plupart sont rondes ou carrées. Les autres ont cependant une forme plus atypique. Certaines ressemblent à une coquille Saint-Jacques, les autres à un trou de serrure.
Ce sont ces dernières qui sont typiques du Japon et qui ont donné leur nom à cette période. Leur taille peut varier de quelques mètres à plusieurs centaines. Les plus grands font plus de 400 mètres, comme le Daisen-ryo Kofun, situé dans la ville de Sakai, près d'Osaka. On en a retrouvé jusque dans l'île de Tanegashima, au sud de Kyushu, et jusqu'à Tainai, dans la préfecture de Niigata, au nord. On pense du coup que ce sont là les limites du Yamato. Ces tumulus étaient bien évidemment les sépultures de la classe dirigeante du pays. Alors j'ai parlé tout à l'heure de celui de la reine Himiko, et le Daisen-ryo est celui de l'empereur Nintoku, par exemple. Mais malgré les apparences, il ne faut pas croire que le pays était parfaitement unifié sous l'autorité de l'empereur. Il était constitué d'une multitude de clans qui toléraient l'existence du pouvoir central. Et les histoires de clans au Japon, croyez-moi, on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne, et pas qu'un peu. C'est d'ailleurs l'émergence de ces clans, ainsi que l'arrivée du bouddhisme au Japon, qui marquera la fin de la période Kofun et le début de la période Asuka. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est une première pierre posée dans l'exploration de l'histoire japonaise sur la chaîne, il y en aura bien d'autres, alors j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir avec un petit pouce d'encouragement, voire un commentaire. Non seulement ça aide au référencement de la chaîne, mais surtout ça fait plaisir parce que ce genre de vidéo demande un gros travail de recherche et surtout de compilation des informations pour pouvoir vous les restituer de manière simple et claire. Et oui, c'est ce qu'on appelle la vulgarisation. Alors je suis pas toujours sûr d'y parvenir, mais en tout cas je fais de mon mieux. Et si ce travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ce n'est qu'avec un maximum de vues et d'abonnements que la chaîne pourra continuer d'exister. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo où on parlera d'une ancienne tradition, mais je ne vous en dis pas plus. D'ici là, continuez d'aimer le Japon. Matane!